Maintenant qu'on est un peu plus intime, il est temps que je vous parle des arnaques dont j'ai été victime et qui ciblent les jeunes freelances. J'en ai sélectionné 11 et croyez-moi, la 9e va vous surprendre. Ça fait maintenant 13 ans que j'ai créé mon numéro de tiré et quand je me remémore mes premières années en tant que freelance, j'en garde un assez bon souvenir. Sûrement le syndrome de Stockholm. Parce que bon, je vais pas vous mentir, entre les clients qui ne payent pas et les arnaques, c'était pas tout rose. Aujourd'hui, je vais vous faire un récap des mauvais plans, des situations puantes, des profils à éviter à tout prix quand vous débutez la vie de freelance. Je vais vous faire un retexte sur des situations qui me sont arrivées et qui, je l'espère, vous pourrez éviter après avoir vu cette vidéo. Bon, je vais pas vous faire attendre plus que ça et on va directement commencer avec la première, le travail sans devis ni acompte. Alors, il me semble évident qu'on ne commence jamais à travailler sans avoir établi un devis, l'avoir fait signer par le client et encaisser un acompte. Mais dans certains cas, vous allez tomber sur des personnes qui arriveront à vous placer dans des situations telles qu'elles vous feront accepter l'inacceptable. Alors, avant de voir comment ils y arrivent, je vais vous rappeler pourquoi on doit faire un devis et encaisser un acompte. Un devis, il sert à deux choses. La première, fixer un prix. Bah oui, si on ne parle pas d'argent avant de travailler, comment le client peut-il savoir combien il aura à payer et comment vous-même pouvez-vous savoir combien vous allez gagner? Bonne question. Alors, si vous ne savez pas comment calculer un devis, je vous laisse pas en carafe, je vous renvoie vers ma vidéo qui en parle plus en détail. La seconde utilité du devis, elle est juridique. Il fait office de contrat entre le client et vous et il vous protège. Il assure que le client devra vous payer la somme établie et ce, sans ambiguïté aucune. C'est pour ça que faire signer un devis est très important. En cas de litige, il vous permettra de vous défendre et de faire valoir votre droit d'être payé. Alors ensuite, l'acompte. En plus de vous permettre d'encaisser un petit peu de sous pour vous permettre de vivre le temps que le projet se fasse, il a lui aussi une valeur juridique. Si un client vous verse un acompte, ça veut dire qu'il était vraiment très motivé pour bosser avec vous. Et ça, aux yeux d'un juge, ça a encore plus de valeur qu'un devis signé. Donc avant de travailler pour un client, vous devez faire deux choses. 1. Récupérer un devis signé et 2. Encaisser un acompte. Maintenant, on va voir comment une personne malhonnête peut essayer de contourner ça. En général, ça commence comme ça. Alors le client vient vous voir pour un projet ultra pressé. Pas le temps de discuter, il faut avancer vite sinon le contrat vous passe sous le nez. Alors le but de cette manœuvre, c'est de vous mettre dans un état d'urgence pour vous empêcher de réfléchir. Face à l'urgence de la situation, vous allez commencer à travailler sans avoir même discuté budget avec le client. Et en général, une fois la mission terminée, quand vous annoncez votre prix, le client fera l'étonné pensant que la prestation coûterait beaucoup moins cher. Et vous n'aurez aucun moyen de vous défendre, étant donné que vous n'avez fait signer aucun devis. Alors pour éviter cette situation, c'est simple. Parlez d'argent, parlez budget, parlez de thunes. Vous ne devez pas quitter la première réunion sans avoir abordé ce sujet-là. Et si vous tombez sur un client ultra pressé, raison de plus pour parler d'argent rapidement. Si vos tarifs ne collent pas au budget du client, autant le savoir rapidement pour qu'il puisse se retourner. Second cas de figure, le projet qui n'en finit pas. Alors comment ça se passe? Il y a un client, il vient vous voir pour une prestation et il vous demande votre tarif. Déjà, ça c'est cool. Selon lui, ce sera vite fait, il n'y aura pas beaucoup de travail et il aimerait que ce soit fini rapidement, en général dans la semaine. Du coup, vous n'allez pas beaucoup deviser. Le contrat semble simple et cadré par une deadline assez proche. Franchement, ça devrait pas baver. C'est ce que pensaient les poilus en 14. Rapidement, le client va vous faire plusieurs retours. Puis d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Et là, vous vous rendez compte que la deadline est déjà passée d'une semaine. Et les retours continuent, encore et encore et encore. Vous avez passé le double, puis le triple du temps que vous aviez devisé pour ce projet. Et ça n'en finit pas. Perso, j'appelle ce genre de projet des Vietnam. Ça devrait être easy peasy, mais au final, c'est un gouffre dans lequel vous dépensez toutes vos ressources et votre temps. Et vous n'en voyez pas le bout. Alors il existe plusieurs manières de s'éviter ça. La première, demandez pourquoi le client a choisi sa deadline. Est-ce qu'il y a un salon ou un événement particulier? Si ça n'est pas le cas et que le client a choisi cette date arbitrairement, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas respectée. Donc déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Deuxièmement, quand vous voyez que le projet va prendre plus de temps que prévu, communiquez avec le client. Tous les clients ne sont pas malhonnêtes. Un projet, ça peut baver. Ça m'arrive encore maintenant alors que je bosse depuis 2009, c'est vous dire. Dès que la situation devient inconfortable, informez le client. Dites-lui que vous allez devoir facturer les retours non prévus parce que vous êtes en train de sortir du cadre du devis. Comme quoi, il ne sert pas à rien ce devis. De là, deux possibilités. Soit il accepte et vous gagnerez plus en travaillant plus, ça va faire plaisir à Sarko ça. Soit il n'a pas le budget et on arrête les retours. Dans les deux cas, vous êtes gagnant et le client n'est pas lésé. Les appels d'offres non rémunérés. Putain, je déteste ça. Il n'y a pas plus irrespectueux. Bon, c'est quoi un appel d'offres? Des fois, un client demande à plusieurs agences ou graphistes de participer à un appel d'offres pour les mettre en compétition et ensuite n'en choisir qu'un.
Et en général, le meilleur. Ou alors le pistonné, comme ça se fait beaucoup à Marseille. Pourquoi pas? Sur le papier, je peux comprendre qu'on consulte plusieurs personnes pour avoir plusieurs avis. Personnellement, j'ai fait pareil quand j'ai refait ma cuisine. J'ai demandé plusieurs devis à plusieurs cuisinistes. Là où ça se gâte, c'est que le client demande souvent des créas. C'est-à-dire qu'il va vous demander un logo, une illustration ou alors des maquettes d'un site web. Et là, ça commence à puer. Parce que dans bien des cas, les appels d'offres ne sont pas rémunérés. Si. Donc si je résume, on a une personne qui vous demande de travailler gratuitement pour peut-être travailler avec vous, ou peut-être pas. Non mais c'est juste du délire. Est-ce que quand je vais acheter un gâteau, je demande à tous les pâtissiers du coin de me faire plein de gâteaux gratuitement et de payer que le meilleur? Non. Et pour nous ça devrait être pareil. Je ne dis pas que tous les appels d'offres sont comme ça. Certains sont rémunérés et c'est très bien. Quand un appel d'offres est rémunéré, vous savez combien de temps vous pouvez passer dessus et vous faites au mieux avec le budget imparti. Et surtout, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui vous respecte et qui respecte votre métier. Il y a donc plus de chances pour que la relation se passe bien par la suite. Ça m'est arrivé il y a 3 ans quand j'ai dû travailler pour un journal indépendant marseillais pour ne pas les citer. Ils voulaient refaire leur charte et avaient proposé un appel d'offres rémunéré pour que les graphistes puissent travailler sur un embryon de créa. D'un côté, ça leur permettait de voir la vision des graphistes par rapport à ce projet et de l'autre, ça permettait aux graphistes de répondre sérieusement et sereinement à la proposition. C'est gagnant pour tout le monde. Bref, si c'est gratuit, fuyez. Sinon, vous pouvez considérer l'affaire. Certains clients vont vous demander une ristourne, voire un travail gratuit parce qu'ils parleront de vous à leur entourage. Bref, ils vont vous faire de la pub et vous promettre de nouveaux clients grâce à eux. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Premièrement, rien ne vous garantit que cette personne vous fera effectivement de la pub et que vous gagnerez de nouveaux contrats grâce à elle. Rien. Vous ne connaissez pas ce gars, pourquoi vous irez le croire? La seule chose que vous savez, c'est qu'il est radin. Secondement, j'ai pas du tout envie que ce type parle de moi. C'est un crevard qui ne veut pas payer le juste prix pour une prestation que je propose. Et je suppose qu'il évolue dans un cercle de personnes qui doivent avoir les mêmes valeurs que lui et qui, du coup, ont de grandes chances d'être eux aussi des crevards. Donc même s'il parle de vous et qu'il vous rapporte d'autres clients, ce seront des radins qui ne voudront pas payer. Mauvais plan. Bref, quand vous fixez un prix, rien ne vous empêche de faire une ristourne. Par contre, il faut que ça vienne de vous. Vous ne devez pas vous sentir forcé. Si vous avez une bonne raison de baisser votre tarif, allez-y, mais ça doit venir de vous. Le consentement, c'est important. Par exemple, ça m'arrive de pratiquer des tarifs au ras des pâquerettes pour des associations qui de toute façon n'ont pas les moyens et qui en plus partagent mes valeurs. Dans ce cas-là, pas de souci, je ne vole le travail de personne et je pense faire une bonne action en les aidant. Mais pour une société qui va capitaliser sur mon travail et gagner de l'argent grâce à mes créas, c'est différent. Dans la plupart des cas, cette société, elle va devoir payer le tarif normal. Vous avez tous entendu parler ou reçu des pubs pour des plateformes de crowdsourcing. Elles vous promettent de vous apporter des clients sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. Trop cool, non? En gros, vous vous inscrivez et quand le client poste un projet, on va dire un logo par exemple, tout le monde sur la plateforme bosse dessus. Et encore une fois, le meilleur est sélectionné, il est payé et les autres vont se faire voir. En général, ces plateformes se targuent d'avoir des millions de graphistes inscrits. Alors imaginez la concurrence. Vous pensez vraiment avoir une chance? Et tout ça pour 1000 balles? Parce que oui, même si vous gagnez, ne vous attendez pas à être bien payé. Bref, en général, quand on s'inscrit sur ces plateformes, on y reste 1 mois ou 2 avant de se rendre compte de l'arnaque. Et j'espère vous avoir fait économiser ce temps-là sur votre carrière. La prochaine fois, on vous paiera plus. Il me fait bien rire celui-là. Bon, en quoi c'est pas possible qu'un client se mette à payer plus cher? Tout d'abord, vous n'êtes pas des marchands de tapis. Vos tarifs ne sortent pas d'un chapeau comme ça par magie en fonction du client. Votre tarif est basé sur un brief qui cadre le temps passé sur un projet et qui va donc définir un prix. Ça implique que si vous baissez ce tarif, vous n'êtes plus rentable. Donc, vous ne baissez pas votre tarif. Si vous acceptez une prestation pour moins cher, vous insinuez que vous margiez plus que de nécessaire et donc que vous pouvez être confortable en facturant moins cher. Dans ce cas-là, pourquoi le client accepterait-il de payer plus pour la prochaine prestation? Et quand bien même vous accepteriez, que se passera-t-il quand vous reviendrez à la charge avec un second devis plus salé? Le client ira voir ailleurs tout simplement. C'est logique. Quand vous prenez un forfait téléphonique à bas prix chez un opérateur low cost et que le tarif augmente au bout d'un an, qu'est-ce que vous faites? Vous changez d'opérateur. Et pour le client, ce sera pareil. Il a plein de jeunes freelances à aller pigeonner. Bref, c'est pas comme ça que ça marche. La première prestation se fait toujours au tarif que vous pratiquez. Ensuite, si le client devient un client régulier et que tout tourne bien, rien ne vous empêche de lui faire un prix. J'ai pour ma part des clients historiques avec qui je travaille depuis des années, on a un process bien huilé et c'est un régal de bosser avec eux. Du coup, je me permets de baisser mon TJM. N'oubliez pas, c'est parce que le client est cool dans la durée que vous pouvez faire un geste. Et pas pour le convaincre de bosser avec vous. En tout cas, pas pour construire une relation durable dans la durée. Une relation durable dans la durée. Une relation dans la durée.
Je n'aime pas, j'arrête. Pourquoi pas? C'est triste, mais ça peut arriver. Des fois, ça ne matche pas entre le client et le prestat et il faut savoir se séparer. Vous avez commencé à travailler sur un projet et pour une raison X ou Y, le client décide d'arrêter. Deux possibilités. Soit le client est honnête et il a une bonne raison d'arrêter, une pandémie mondiale par exemple, soit il est malhonnête et il décide d'arrêter pour ne pas payer mais quand même partir avec le travail déjà réalisé. Dans les deux cas, votre réaction doit être la même. Vous estimez le temps passé sur le projet et vous voyez si l'acompte le couvre. Si oui, la collaboration s'arrête là et personne n'est lésé. Par contre, si l'acompte ne couvre pas le temps passé sur le projet, vous facturez l'excédent. Et ça n'est pas malhonnête de votre part. Vous avez travaillé pour ce client, il est normal qu'il vous paye. Prenons un exemple simple. Demain, vous décidez de refaire votre salle de bain et vos WC. L'artisan finit la salle de bain et alors vous décidez que non, au final, vous êtes trop attaché à vos WC pour vous en séparer. Donc vous informez l'artisan et il vous facturera la cuisine et éventuellement les matériaux achetés pour les WC. C'est normal. Bah pour nous, c'est exactement la même logique. Ce cas de figure ressemble à celui qu'on vient de voir. Plutôt que d'annuler le contrat, le client décide de repousser la deadline. Bref, le contrat n'est pas rompu, simplement mis en pause. Dans ce cas, vous devez facturer le temps passé sur le projet en attendant qu'il reprenne. C'est normal, vous ne savez pas combien de temps vous allez devoir attendre, alors autant encaisser maintenant ce que vous avez déjà réalisé. Alors ça, c'est peut-être la chose la plus grave qui puisse vous arriver. L'embauche dissimulée par un statut d'auto-entrepreneur, c'est un fléau qui va vous mettre dans une situation précaire et qui, si vous gérez mal par la suite, peut vous amener devant les tribunaux. Genre, vous pouvez être condamné pour ça alors même que vous en êtes la victime. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le statut d'auto-entrepreneur, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet. Mais pour résumer rapidement, le statut d'auto-entrepreneur est un statut destiné à exercer une activité en tant qu'indépendant. C'est-à-dire que vous avez plusieurs clients pour qui vous travaillez et que vous cotisez vous-même pour vos maigres acquis sociaux. Le statut de salarié, lui, il est différent. Vous ne travaillez que pour une seule entité, la société qui vous embauche, et vous et votre patron cotisez pour vos acquis sociaux. Une pratique assez répandue dans notre milieu consiste à remplacer un salarié par un auto-entrepreneur. C'est magique. Je m'explique. Une société, ça peut être une agence de com ou alors un annonceur, bon, une société donc, elle vous propose de travailler pour elle. Mais plutôt que de vous proposer un CDI au SMIC, parce que vous comprenez, hein, les temps sont durs, c'est pas évident de payer les gens plus que le SMIC, c'est l'inflation, c'est la récession, c'est la guerre en Ukraine, c'est, je sais pas moi, il a fait super chaud cet été, il y a plus d'eau, donc on n'a plus de sous. Bref, plutôt que de vous proposer un SMIC, donc, le patron a un bon plan. Il vous propose de vous mettre en auto-entrepreneur et de vous payer 2000 € par mois. C'est carrément mieux que les 1330 € net d'un SMIC, non? Vous faites un rapide calcul. 2000 moins 1330 € égale 670. Vous gagnez donc 670 € de plus. La frappe ultime. Eh ben non. Premièrement, vous vous faites complètement entuber sur le plan financier et secondement, ce que vous vous apprêtez à faire est illégal. Vous allez en prison, ne passez pas par la case départ, ne touchez pas les 10 000 €. On va commencer par le plan financier. Un SMIC, c'est effectivement 1330 € par mois. Mais ce sont 1330 € qui tombent dans votre poche. Alors que 2000 € de chiffre d'affaires par mois, ce sont en réalité uniquement 1000 € qui vont dans votre poche. Et oui, il ne faut pas oublier les taxes et les charges. Donc déjà, vous voyez que vous êtes perdant. Ajoutez à ça que vous n'avez pratiquement pas de couverture sociale, pas de congés payés et que vous n'obtiendrez jamais un crédit avec un tel statut. Bon, ça donne envie de vomir rien que d'en parler. Hein. Mais en plus de ça, vous vous êtes placé dans l'illégalité. Et oui, en vous embauchant sous le statut d'auto-entrepreneur au lieu de salarié, votre patron va économiser pas mal de taxes. Et ça, l'État, ça lui plaît pas. Non, 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 non. Du coup, vous vous rendez coupable de salariat dissimulé avec votre patron. Parce que oui, hein, vous êtes complice. Alors c'est quoi le salariat dissimulé? C'est quand un indépendant remplit les critères d'un salarié. Il n'a qu'un seul client, il existe un lien de subordination entre le client et l'indépendant, le client choisit les horaires et le lieu de travail de l'indépendant. Bref, l'indépendant agit comme le salarié du client, mais sans toucher aucun des avantages qui y sont liés. Uber, ça vous dit quelque chose? Cerise sur le gâteau, vous allez aussi faire perdre pas mal de temps à votre carrière. Parce que oui, hein, vous imaginez pas d'être bien traité par un type qui vous propose du salariat dissimulé. Vous pouvez être sûr que les conditions de travail seront déplorables et que vous n'aurez aucune possibilité d'évolution. Vous allez rencontrer moins de personnes que si vous étiez réellement freelance et vous aurez moins de réseau et donc moins d'opportunités quand vous quitterez cette situation déplorable. Bref, que ce soit sur le plan financier, juridique ou personnel, le salariat déguisé, c'est à proscrire. C'est un fléau! Donc si quelqu'un vous demande de vous mettre en auto-entrepreneur, fuyez. La décision de devenir indépendant ne doit venir que de vous, pas de quelqu'un d'autre. Le consentement, tout ça, tout ça.
Ce cas de figure est un peu particulier. Il intervient si vous n'êtes pas en bout de chaîne. Par exemple, vous devez designer un site internet pour une boîte de dev ou alors réaliser une illustration pour la couverture d'un magazine. Une fois votre travail fini, d'autres personnes vont le récupérer pour ensuite terminer le projet dans sa globalité. Vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne. Bref, vous avez fini votre créa, elle est validée et vous la livrez. Vous éditez ensuite une facture que vous envoyez au client et là, il vous dit qu'il vous paiera une fois le projet fini. C'est-à-dire une fois le site développé et mis en ligne ou bien une fois le magazine mis en page et imprimé. Bon alors ça c'est pas normal. Une fois que vous avez livré le client, il vous paye. Point. Vous n'allez pas attendre des mois que des devs développent vos maquettes ou que le magazine soit édité puis imprimé. Quand vous faites construire une maison, vous payez tous les artisans au fur et à mesure. Vous n'allez pas attendre que la décoratrice d'intérieur ait aménagé votre salon pour payer le maçon qui a fait les fondations. Pour nous graphistes, c'est pareil. Je termine avec mon favori, l'autre gars nous le fait pour moins cher. Alors pas de souci, j'ai conscience que mon TJM est plus élevé que certains de mes confrères, mais je sais aussi que je suis moins cher que d'autres. C'est normal. Mon TJM est calculé en fonction de mes compétences, de mon expérience et du matos que je mets à disposition. C'est pour ça que je suis plus cher que d'autres. Et c'est aussi pour ça que je ne m'alignerai pas sur le TJM de mes confrères avec tout le respect que je leur dois. Imaginez, vous entrez chez un concessionnaire BMW et vous demandez le prix d'une i7. Alors j'ai aucune idée de combien ça coûte. Je fais le gars mais je m'y connais pas du tout en voiture. J'imagine que ça coûte cher. Après que le vendeur vous ait donné le prix, vous dites qu'une Zoé coûte moins cher et que vous aimeriez que le concessionnaire s'aligne sur ce prix-là. Vous imaginez qu'il va le prendre comment? Je pense que vous avez compris. Si un autre gars le fait pour moins cher, ça n'est pas parce que votre tarif est trop élevé. Non, c'est juste que le client n'a pas les moyens de se payer votre personne. Alors attention, ça n'est pas péjoratif. Ça n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens qu'il faut être condescendant. Perso, j'ai pas les moyens pour beaucoup de choses et ça n'est pas grave, je m'en porte très bien. Je suis un peu frustré mais ça va, promis. Bref, si un autre le fait pour moins cher, vous avez deux manières de répondre. La première, ok, vous pouvez aller voir l'autre personne puisque son tarif est adapté à votre budget. La seconde, ok, on va voir ce qu'on peut retirer de la presta pour faire tomber le devis. Mais en aucun cas, vous ne touchez à votre TJM. Alors je sais, j'ai décrit un tableau assez morose du freelancing dans cette vidéo. Mais n'oubliez pas que le métier de graphiste freelance est un métier merveilleux. Je suis content de me lever tous les matins pour le pratiquer et j'estime être heureux dans la vie et c'est en grande partie grâce à lui. Et aux nachos du Mexicain du cours Julien aussi. Évidemment, je n'ai abordé que les points négatifs dans cette vidéo, mais c'est avant tout pour vous éviter de vivre des situations que j'ai vécues et qui ont été douloureuses. J'aimerais conclure avec un axiome que j'applique au quotidien. Vous ne devez accepter un contrat que s'il remplit l'une de ces trois conditions. 1. L'argent. Il va vous rapporter l'argent. 2. La visibilité. Vous et vous uniquement estimez que ce contrat vous donnera une belle visibilité et vous donnera de la crédibilité pour les contrats à venir. Et 3. Le kiff. Le projet vous botte, vous allez vous éclater à le faire et il fera bon genre dans votre portfolio. Voilà, si un contrat ne remplit aucune de ces cases, respectez-vous et ne l'acceptez pas. S'il en coche 2, foncez, et s'il en coche 3, allez poser un cierge à la bonne mère pour la remercier. Bon, ces histoires de nachos m'ont donné faim, donc je vous laisse et on se retrouve bientôt.